Le gouvernement présente le dispositif France Service comme, je cite, « un nouveau modèle d'accès aux services publics pour les Français ». Il vise à permettre à chaque citoyen, quel que soit l'endroit où il vit, en ville ou à la campagne, d'accéder aux services publics et d'être accueilli dans un lieu unique par des personnes formées, disponibles pour effectuer des démarches au quotidien. Beau programme, si seulement la réalité correspondait. Il ne s'agit en vérité que d'un grossier palliatif à la réduction des moyens publics qui a conduit à la disparition des services publics sur l'ensemble du territoire. En effet, depuis l'acte 2 de la décentralisation en 2004, les différentes politiques de réduction des effectifs de la fonction publique, la révision générale des politiques publiques, RGPP, de 2007 à 2012, la modernisation de l'action publique de 2012 à 2017, également les politiques dites de dématérialisation, Action publique 2022, ou de privatisation, EDF, GDF, La Poste, SNCF, tout cela a conduit à réduire l'accès aux droits et aux services publics, notamment en zone rurale, effectivement, mais également en zone urbaine, dans des quartiers populaires, souvent les plus densément peuplés. La création des maisons France Service n'a donc pour objectif, non pas de stopper cette évolution, mais de poursuivre ce mouvement qui remet en cause des principes républicains fondamentaux de continuité et d'égalité d'accès aux droits sur l'ensemble du territoire, en le parant des vertus de création de lieux uniques pour mieux centraliser, recentraliser et donc réduire le nombre des effectifs. Ainsi, dans les Pyrénées-Orientales, un projet de suppression de 13 trésoreries publiques sur 17 d'ici 2022 est toujours en cours. Ces suppressions qui seront remplacées par des points de contact intégrés aux maisons France Service. À Saint-Paul-de-Fenouillet, depuis l'ouverture de la Maison des services au public, MSAP, les permanences du contrôleur des impôts, de la CAF et de la CARSAT sont arrêtées. De même, l'assistante sociale ne se déplace plus et la mairie craint que l'ouverture d'une maison France Service, donc dans la continuité, conduise à la fermeture du dernier bureau de poste. Ces disparitions sont programmées depuis des années. Une maternité sur 2, un bureau de poste sur 2, fermé depuis 20 ans, une école fermée chaque jour depuis 10 ans. L'objectif de réduction des dépenses publiques, de rigueur budgétaire, qui vise à rentabiliser ce qui ne devrait pas être considéré comme marchandable, l'accès aux droits de tous les citoyens sur le territoire, qui vise également à la mise en concurrence des services publics avec le privé, au bénéfice du privé, tout cela a conduit à la détérioration de cet accès aux droits et à la diminution des services publics de proximité. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, et puis surtout hier avec la mobilisation des Gilets jaunes qui traduisait en bonne partie cette désertification de l'État dans des territoires qui en ont le plus besoin, la réalité des conséquences de ces politiques que ce gouvernement a choisi de poursuivre saute aux yeux de tout le monde. Par contre, la nécessité de remettre en cause ces politiques ne semble pas encore avoir éclairé complètement la majorité de cette Assemblée ni de son gouvernement. Rappelons que, donc, dans la continuité de ces politiques de réduction de l'accès aux droits, par la réduction des services publics, ce sont tous les services sociaux essentiels, tous les travailleurs des services publics essentiels qui sont remis en cause. Les services de l'État, aussi importants que l'intérieur, la justice, les finances publiques, qui ont subi des coupes drastiques des effectifs à travers les différentes réformes déjà citées, les services de la protection sociale, des services du Pôle emploi, de la Poste, des secteurs aussi essentiels que ceux de l'énergie, EDF, GDF, tout cela au prix de l'accès aux droits, comme j'ai dit, mais également de l'égalité républicaine. Rappelons également qu'aujourd'hui, la création des maisons France Service se faisant à effectifs constants, dans le même cadre de la politique de réduction des effectifs, il n'y aura donc pas d'augmentation réelle des services apportés aux usagers, aussi bien quantitativement que qualitativement. Vous comprendrez donc fort bien pourquoi nous sommes opposés à cette politique
de réduction des services publics et qu'au contraire, nous défendons une approche qui irait dans le sens d'un redéploiement, d'un renforcement, d'un redéveloppement des services publics, avec l'idée que tout le monde doit pouvoir vivre à moins de 20 minutes des 5 services publics essentiels, et donc qu'il faut remettre en cause l'ensemble des politiques que vous menez. Je vous interpellerai par contre sur un certain nombre de points qui attendent des réponses précises de la part des élus locaux, mais c'est l'ensemble de votre politique que nous remettons en cause dans ce débat. Alors, de notre point de vue, le déploiement des maisons France Service procède d'une stratégie de cache-misère, comme je l'ai dit, de la disparition des services publics en tant que tels. Et cela a un impact particulièrement problématique à la fois sur les usagers, mais aussi sur les agents qui participent de ce service public. Je voulais vous interpeller, Madame la Ministre, sur 2 points, sur 2 exemples, la situation de la Poste et de certaines collectivités locales. À la Poste, des agents ont un certain nombre de difficultés à assurer les missions des maisons de services publics du fait des réductions des effectifs et de la priorité donnée aux missions commerciales en recherche. La direction est en recherche de rentabilité. Je rappelle qu'entre 2014 et 2018, il y a eu une baisse de 10% des effectifs et une augmentation de 8%, de 8 à 13% des contrats courts. Or, si le volume des courriers baisse, le nombre de boîtes aux lettres augmente, comme la livraison de colis. De plus, les effectifs ne peuvent pas être diminués en proportion du volume de courrier, car il y a du coup l'obligation de service public. Il y a donc un problème de conciliation entre l'activité commerciale des agents et les activités de service public. Selon des témoignages d'agents, ils ne disposent souvent pas de créneaux pour assurer ces missions de service public. Donc, quelles mesures ont donc été prises pour garantir le partage du temps de travail des employés de la Poste pour qu'ils puissent assurer l'ensemble de leur mission sans que cela se traduise par une souffrance, un stress et des conditions de travail dégradées? Le deuxième exemple, c'est celui des collectivités territoriales liées à la mobilisation d'agents pour ces missions, alors que ces collectivités souffrent d'un manque criant de personnel et du coup en viennent à avoir recours à des services civiques à la place d'agents en tant que tels, dans des sous-préfectures notamment, ou à des alternants. Je sais, Madame la Ministre, que lors de votre visite, par exemple, d'une maison France Service à Maure, dans le Cantal, vous avez constaté vous-même la présence d'un certain nombre de services publics, de services civiques, et une utilisation de ces services civiques a été notamment mis en lumière par le reportage de Cache Investigation qui a montré une surexploitation et un usage problématique. Comment comptez-vous mettre un terme à ces pratiques, encore une fois, qui posent un problème pour assurer du service public de bonne qualité pour les agents et les usagers? Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Oui, Madame Obono, les remarques que vous avez faites sur la Poste sont tout à fait justifiées. La Poste est un partenaire historique de France, du service public. La Poste est elle-même un service public, assume une mission de service public, mais était un partenaire historique des MSAP. Il y avait 504 MSAP qui étaient portés par la Poste. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y en a 194 qui sont labellisés France Service. Ce qui veut dire en clair que parfois, il a fallu effectivement clarifier la situation entre la mission commerciale, comme vous dites, de la Poste et la mission de service public. Et la direction de la Poste en est pleinement consciente. Et c'est la raison pour laquelle il y aura sûrement à la sortie moins de France Service qu'il y avait de MSAP. Je vous ai donné le chiffre actuel. Par ailleurs, qu'il y ait des jeunes qui fassent un service civique dans les maisons France Service, je veux dire, c'est tout à fait positif et encourageant pour les jeunes, bien évidemment. Mais ça ne saurait remplacer, bien évidemment, les agents d'accueil, les 2 agents d'accueil, les 2 permanents, qui doivent être présents.
C'est la technologie de production d'énergie renouvelable qui se développe le plus aujourd'hui en France. Un élément constitutif de l'imaginaire collectif contemporain, symbole par excellence du développement durable ou de la transition énergétique. Les éoliennes, ces machines qui produisent de l'électricité par la force du vent, suscitent beaucoup d'enthousiasme, avec raison, mais aussi, de plus en plus, un lot de critiques, notamment au sein même des courants écologistes qui interrogent sur le modèle économique et écologique de leur développement. L'enjeu est de taille. Le changement climatique impose de sortir des énergies émettrices de gaz à effet de serre. Le nucléaire n'est pas une solution d'avenir. Il ne règle aucune question, ni l'indépendance d'approvisionnement, ni la sûreté des installations, ni la gestion des déchets, ni les coûts financiers. Il faut donc sortir des deux à la fois. C'est un horizon technique et humain enthousiasmant. Et plusieurs études, celles de l'association Négawatt comme celles de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ont montré que c'était possible d'ici 2050. À la France insoumise, nous défendons une planification de la transition énergétique avec un double axe, sobriété, efficacité énergétique et développement des énergies renouvelables comme les éoliennes, mais dans des conditions écologiquement soutenables et socialement justes, donc acceptables. À l'heure actuelle, sur ces deux aspects, sans même parler des objectifs annoncés en matière de production, nous sommes encore loin du compte. Un point en particulier nous semble crucial concernant l'implication des élus, citoyens et associations dans les projets éoliens, à travers notamment des formes de coopératives citoyennes. En effet, plus la participation est réelle et forte, plus l'acceptabilité des projets l'est également. Et, vous l'avez dit, Madame la Ministre, cela génère souvent 2 à 3 fois plus de retombées économiques que les projets privés. De notre point de vue, la planification écologique nécessaire est invariablement et doit l'être, si elle veut être réussie, si elle veut être socialement acceptée, éminemment démocratique. Et il nous semble que ce type de dispositif doit être de plus en plus développé. Alors, quelle est votre stratégie et quels moyens mettez-vous en œuvre pour favoriser cette dynamique ? Madame la Ministre, vous avez la parole. Madame la députée Obono, oui, moi je partage beaucoup de ce que vous venez de dire. Hein. Les objectifs de la PPE, ils sont déjà ambitieux et il faut qu'on réussisse à les atteindre. Et parce que souvent on nous dit les objectifs sont trop ci, pas assez cela. Maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est la mise en œuvre et qu'au moins les objectifs qu'on s'est assignés, on les réussisse. Après, sur la planification, c'est ce que je disais tout à l'heure à vos collègues et notamment aux collègues Warsmann ou Benoît. La planification, ça devient un impératif à partir du moment où, justement, on a des objectifs et qu'on veut les décliner sur les territoires. Sinon, c'est ce que je disais tout à l'heure, on lance le truc en l'air, on attend de voir si ça retombe correctement. Donc, on a mis en place ce processus de prévoir que les SRADET devront contenir des objectifs énergétiques compatibles au niveau régional avec la PPE et de les décliner dans des documents territoriaux pour être juridiquement opposable, avec cette question de la cartographie. Cette cartographie, réalisée par les préfets, elle ne peut être faite correctement que si elle se fait en tenant compte des contraintes qui existent sur un territoire, des contraintes topographiques, des contraintes de communes, de contraintes de paysage, mais aussi des opportunités, et en tenant compte de la vie des uns et des autres. La vie des uns et des autres, c'est des communes, bien sûr, enfin des collectivités, mais aussi des associations, mais aussi des acteurs économiques, des entreprises, enfin bref, de tout l'écosystème d'un territoire. Et cet écosystème d'un territoire, moi je crois, contrairement à ce qui a été dit sur l'acceptabilité, qu'il peut réussir à faire émerger des projets, et notamment aussi des projets coopératifs, qui encore une fois renforcent l'acceptabilité, on l'a vu dans les pays notamment du Nord, pour que justement ce soit porté et que ça soit partie intrinsèque du développement d'un territoire et pas considéré comme une contrainte. N'oublions pas que nous voulons de l'électricité, décarbonée, et elle a besoin du développement des éoliennes. Monsieur le Président, une étude récente, L'âme du corps, la magistrature française dans les années 2010, qui a été menée par les sociologues Johan Demolly et Laurent Villemez et achevée en novembre 2019, a montré le caractère persistant du manque de diversité quant à l'origine sociale des magistrats et magistrates, parlant même de carence. Toutes les professions de la haute fonction publique ou les hauts cadres du privé sont marquées par cette reproduction endogame des couches sociales les plus aisées. Mais le phénomène est plus fort encore dans la justice. Esprit de corps et constitution de réseau sont au cœur du recrutement des magistrats, lui-même fondé sur une logique élitiste, notent les chercheurs.
Si des réformes importantes ont été menées pour diversifier le recrutement à l'École nationale de la magistrature, cette dernière ne saurait à elle seule corriger les inégalités économiques, sociales et culturelles qui pèsent sur les individus depuis le commencement et durant toute leur scolarité. Le poids des préparations privées dans l'accès aux fonctions de magistrat ou magistrate est disproportionné et participe à maintenir le caractère peu démocratique et peu diversifié de l'accès à la magistrature. Dans ce débat essentiel, nous sommes inquiets et inquiètes des propositions faites par la mission Haute Fonction publique menée par Frédéric Thiriez de janvier 2020. Ces propositions tendraient à permettre une formation commune de 6 mois entre les grandes écoles de formation des fonctionnaires de santé, police, magistrature et ingénieurs de l'État, X, mines, ponts. Tout comme les 3 semaines de préparation militaire sont contraires à l'exigence d'indépendance que requiert la magistrature et méconnaissent le fonctionnement de l'ENM. Au contraire, le maintien de l'École nationale de la magistrature nous paraît essentiel pour garantir un haut niveau de formation ainsi que l'indépendance du corps. Le rapport formule plusieurs propositions, comme celle de renforcer les moyens de préparation publique que sont les instituts d'études judiciaires sur l'ensemble du territoire, ou encore limiter les relations de l'École nationale de la magistrature avec les instituts privés de formation, afin d'assurer l'égalité républicaine d'accès à la magistrature. Je souhaiterais savoir ce que le ministère de la Justice entend mettre en œuvre sur ce sujet. Madame Obono, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Je suis venu ici devant la représentation nationale pour parler d'un rapport que j'ai lu, qui m'a passionné. Vous nous faites des propositions qui n'ont pas été préalablement évoquées, débattues. C'est une façon singulière, Madame la députée, d'envisager le contradictoire. Je ne suis pas en mesure de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.